Faut-il investir dans OB? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite avec le cours de cette belle petite ESN française. Alors, on reste proche des plus hauts, malgré un secteur en ralentissement. Donc ça, c'est plutôt encourageant, hein. OB n'a pas baissé comme d'autres acteurs du secteur, par exemple Sopra, Capgemini. Ça, c'est encourageant. Allez, on regarde l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a le chiffre d'affaires au dernier trimestre? Non, on ne l'a pas. Alors, on va rester sur une année complète. Croissance en rythme annualisé. La médiane, c'est 8% sur 10 ans. Et là, on a une nette décélération en 2023 et en 2024. En 2024, on publie 1,2% de croissance du chiffre d'affaires. C'est pas flambant, hein. Pas d'acquisition à signaler depuis 2020. C'est de la croissance organique. Et on va dire un ralentissement organique. Est-ce que le secteur est un moi je pense que le secteur va rebondir. Est-ce que OB va en profiter? On va voir ça, mais en tout cas, d'un point de vue marge, on est sur enfin, c'est pas très beau, mais le taux de marge net, lui, en revanche, est pas mal. Donc en taux de marge brute, on est autour de la médiane, mais c'est assez volatile. Il faut voir ce qu'ils mettent dans la marge brute, mais en général, ils mettent le salaire des consultants. Donc forcément, il y a eu de l'inflation salariale et ça a impacté la marge brute. Le taux de marge d'EBITDA a suivi le taux de marge brut. Donc au moins on maintient l'efficience opérationnelle, même si on souffre sur les 2 dernières années. Mais en revanche, en taux de marge net, ça se stabilise beaucoup, c'est beaucoup moins volatile, proche de la médiane. On est quasiment au plus haut de 2022. Donc ça, c'est plutôt encourageant, hein. Comment ils font pour avoir un taux de marge net plus élevé? C'est-à-dire qu'il y a du résultat financier ou de l'optimisation fiscale ou quelque chose qui leur permet de booster ce résultat net. En tout cas, c'est pas mal ce qu'on voit ici. Je pense que c'est une société qui est quand même bien gérée. Alors, la conversion des bénéfices nets en free cash flow maintenant. C'est à peu près équivalent. Est-ce que la boîte est à BFR négatif? On va regarder ça, net working capital. Non, elle est à BFR positif. Alors, pour une USN, normalement, c'est payé un peu en avance par les clients, mais bon, c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours tout le contrat qui est payé en avance. Il n'y a pas d'amélioration favorable du BFR. Il est en variation, enfin, en cumulé, soi-disant, la variation du BFR est positive. Donc on va rester pour l'instant, on reste, à ce niveau-là, ce qui est pas un c'est pas un niveau non plus hyper élevé, hein, par rapport au chiffre d'affaires. Donc ça reste correct comme BFR. Ensuite, si on regarde la dépense en capital face aux dépréciations amortissements, en fait, ils ont arrêté de faire la dépense en capital depuis 2019. Enfin, ils ont arrêté d'avoir une équivalence entre les 2. Donc peut-être qu'ils ont changé de business model et que c'est moins intensif en capital et donc du coup, ils ont plus besoin de faire autant de dépenses qu'avant. En tout cas, ça aide les free cash flow, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a du other non-cash item? On est sur, 50 millions. Donc bah, ça aide aussi les free cash flow. Bon, voilà, on est sur une cadence free cash flow bénéfice net. Pour valoriser, on pourra utiliser l'entreprise, s'il y a pas de dette, on pourra utiliser soit l'un, soit l'autre. En termes de rendement et de rentabilité, en termes de rendement des capitaux investis, donc de rentabilité opérationnelle, on est sur une médiane de 13,8%, ce qui est très bon. À l'heure actuelle, on rebondit un petit peu, 12,8%, ce qui est bien, hein, la croissance ralentit, mais la rentabilité se maintient. Donc c'est-à-dire qu'il reste bien positionné d'un point de vue concurrentiel. Heu et en fait, c'est le marché en général, hein, qui ralentit, donc la boîte, elle ralentit comme le marché, mais elle perd pas trop de part de marché. Ça, c'est plutôt bien. Ça permet de dégager du cash, hein, vu qu'il y a pas de croissance organique en ce moment. Donc après, ce cash, on va l'utiliser pour, se désendetter s'il y avait de la dette. Donc il y a pas de dette, faire des acquisitions, rémunérer l'actionnaire. En tout cas, on est cash net sur OB, de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce cash? Bon, d'une part, on le place, ça nous génère des intérêts de trésorerie, ça c'est bien. Donc on peut voir ça, ben, on peut pas le voir ici malheureusement, la métrique n'est pas disponible, mais bon, les boîtes, qui sont correctement gérées, elles placent leur trésorerie, hein, ça leur donne des intérêts de trésorerie et qu'après ce cash-là, il faut le rendre aux actionnaires, hein, parce que c'est un coût d'opportunité de stocker du cash qui rapporte peut-être, 3-4 en placement, mais un actionnaire, lui, il veut peut-être plus. Donc il faut le rendre aux actionnaires. Est-ce que c'est fait ou pas et comment c'est fait? Alors, on a un rendement d'actionnaire de 4,5%, ce qui est bien, hein, c'est un bon niveau pour une ESN surtout. On a un dividende de 15 millions qui est payé, donc c'est très soutenable, hein, quand on regarde par rapport au free cash flow et on top, vous avez des rachats d'actions. Est-ce que ces actions sont annulées? Je le pense, hein, vu l'ampleur
Je pense que c'est, spécifiquement un plan de rachat d'actions pour annulation. Donc ça vous augmente votre rendement d'actionnaire de façon assez conséquente. L'intérêt des rachats d'actions, c'est que c'est moins engageant que les dividendes. Souvent les dividendes, si on les baisse, si on les réduit, le cours, chute lourdement, alors que les rachats d'actions, c'est plus discrétionnaire et puis si ça se fait à une valorisation qui est faible, bah, c'est relutif pour l'actionnaire. Donc moi je préfère les rachats d'actions, mais pour, quelqu'un qui est plus en phase de rente, évidemment, un dividende, c'est plus intéressant. Bon, en tout cas, bonne rémunération d'actionnaire à ce niveau, hein, quand même, c'est intéressant. La valorisation, on va se mettre en PER, tiens, hop, puisque on est à peu près sur une équivalence entre PER et free cash flow, enfin bénéfice net et free cash flow. En médiane, on est sur 16,9 à l'heure actuelle, vous êtes à 7,7, donc il n'y a pas de marge de sécurité. On est sur la médiane. Voilà. Après, ça reflète enfin, la qualité du dossier, qui est quand même assez bonne. Donc le dossier reste sous sa médiane, même si le secteur est en ralentissement et plutôt en difficulté, mais je pense que le marché anticipe déjà la reprise de l'activité du secteur et de la croissance. Donc OB, c'est de toute façon une boîte qui se paye toujours un peu cher. Je pense que c'est pas un mauvais cours à l'heure actuelle, surtout vu le niveau de la rémunération d'actionnaire. D'un point de vue timing, je pense que c'est pas mauvais si, comme moi, vous voyez une reprise des secteurs des ESN. Je peux me tromper là-dessus, hein, et donc d'ailleurs, faites vos propres recherches sur ce dossier avant d'investir, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.